Merci d'avoir choisi Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous commençons avec la 32e journée du SILS. Le 12 septembre 2017 de cette année est placé sous le thème Utilisation et occupation des terres, l'Atlas des paysages du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, un outil de planification et d'aide à la décision. Voici pour vous le discours du président en exercice du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Bismillahirrahmanirrahim. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Le 12 septembre de chaque année, la communauté sahélienne célèbre la création de son organisation sous-régionale, le SILS. La 32e journée du SILS, commémorée cette année, est placée sous le thème « Utilisation et occupation des terres », l'Atlas des paysages du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, un outil de planification et d'aide à la décision. Ce thème d'actualité constitue une préoccupation de notre institution commune, à savoir le SILS, car il occupe une place importante dans le développement agro-silvo-pastoral des zones rurales. Cette problématique revêt également une complexité accrue en raison des nombreux conflits locaux et même interétatiques que peuvent entraîner les mouvements de migration économique et les transhumances transfrontalières. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, cette question d'utilisation et d'occupation des terres a suscité une réelle préoccupation au niveau régional. Elle s'est traduite par des réflexions et des initiatives telles que la célébration, le 15 juin 2017 à Ouagadougou, de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Cette rencontre de haut niveau a été marquée par l'appel lancé par les ministres africains en direction de la communauté internationale afin de promouvoir des partenariats pour réhabiliter 10 millions d'hectares de terres dégradées et créer 2 millions d'emplois liés à l'exploitation durable des terres pour les jeunes, les femmes et les migrants. En outre, ils ont demandé aux pays africains de créer les conditions nécessaires au développement de nouvelles opportunités d'emploi en identifiant les sites où l'accès à la terre peut être renforcé et les droits fonciers sécurisés. Pour toutes ces raisons, il est impérieux, mesdames et messieurs, de chercher des solutions innovantes et pertinentes pour une prise en charge de cette question. C'est à cette fin que le SILS a décidé de consacrer sa 32e journée aux questions d'utilisation et d'occupation des sols en vue de donner l'opportunité à tous les acteurs d'approfondir la réflexion sur le sujet et d'apporter leur contribution dans la recherche de solutions. Dans cette quête perpétuelle de recherche et de partage de connaissances, le SILS, en partenariat avec ses partenaires, tels l'Agence américaine pour le développement industriel, USAID, et l'Institut d'études géologiques des États-Unis, vient de produire un ouvrage intitulé « Atlas sur les paysages de l'Afrique de l'Ouest, une fenêtre dans un monde en pleine évolution ». Cet atlas a montré qu'entre 1975 et 2013, les paysages du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ont subi des transformations occasionnées principalement par la forte croissance démographique et une demande grandissante pour les denrées alimentaires. L'expansion agricole étant le changement le plus spectaculaire au sein des paysages de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la conversion des paysages naturels en terres cultivées a considérablement réduit la biodiversité naturelle et exposé les sols à l'érosion éolienne et hydrique. Cet atlas a aussi montré que les transformations des paysages du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas tous catastrophiques. Il existe des zones où on note des transformations positives. En Afrique de l'Ouest, nombreux sont les exemples de modifications positives telles la régénération du couvert arboré, l'augmentation de la biodiversité sur les terres agricoles ou l'utilisation de techniques de conservation de l'eau et du sol pour améliorer la productivité des terres. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, cet ouvrage constitue un outil de planification
et d'aide à la décision. Il constitue aussi un véritable support de plaidoyer pour plus d'investissements dans la gestion des ressources naturelles. Je saisis donc cette occasion pour inviter nos partenaires techniques et financiers à accompagner nos institutions régionales telles le SILS, qui œuvrent inlassablement à l'amélioration des conditions de vie des populations sahéliennes et ouest-africaines. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, avant de terminer mon propos, je remercie au nom de toutes les Sahéliennes et de tous les Sahéliens la communauté internationale pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter au SILS et à ses États membres. Vive le SILS! Vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine! Vive la solidarité internationale! Je vous remercie. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé tard dans la nuit ce lundi 11 septembre à Bamako. Si rien d'officiel n'a filtré de ses entretiens avec le président malien Ibeka, les discussions ont porté sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Selon des sources proches des deux délégations, le Mali et la Mauritanie sont membres de la force conjointe du G5 Sahel, aux côtés du Burkina Faso, du Tchad et du Niger. Il faut s'assurer de la participation, comme prévu, de tous les pays membres aux futures opérations militaires. Ce mardi, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est attendu à Djamena et à Niamey, avec en poche le même message, cohésion donc, mais également détermination et moyens de lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron était attendu dans l'après-midi de ce mardi dans la partie française de Saint-Martin, puis Saint-Barthélemy, deux îles dévastées par l'ouragan Irma, afin d'ouvrir la voie à la reconstruction de ces territoires des Antilles françaises. Plus de détails avec Amadou Diarra. C'est ce mardi 12 septembre que le président français était attendu dans les îles françaises en début d'après-midi. Emmanuel Macron devrait répondre aux critiques sur la gestion par les autorités françaises de l'ouragan Irma qui a dévasté les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le chef de l'État devrait se poser à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à 5h45 locales, puis gagner Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les deux îles meurtries où l'heure est désormais à la remise en état. L'investissement est complet et la reconstruction le sera, rassurez-vous, a affirmé lundi Emmanuel Macron qui fait le déplacement accompagné des ministres de l'Éducation et de la Santé. Mais pour l'heure, la colère de certains Saint-Martinois se fait déjà entendre à l'endroit du tout nouveau président. À moins qu'ils prennent une pioche pour déblayer, j'ai pas besoin qu'ils fassent des points médiatiques en venant se montrer ici. Ça, c'est un coup médiatique. Pour lui, peut-être qu'en termes d'image, en termes de présence politique, c'est certainement très bien pour lui. En revanche, nous, elle nous servira à quelque chose s'il décide de quelque chose. Je pense que c'est le moment de bouger. C'est le moment de bouger parce que là, il y a des Français qui sont en train de mourir de faim. Nous, on s'est fait tirer dessus pendant 3 jours où on était. Et il a fallu appeler pendant plus de 3 heures la gendarmerie pour qu'ils viennent. J'ai envie de lui dire une seule chose, monsieur Macron. Je suis enseignant, j'enseigne à mes élèves les valeurs de la République. La République française, elle est grande, elle est belle et aujourd'hui, vous la laissez tomber. On a été abandonné par la patrie, on a été abandonné par la République et aujourd'hui, on se sent plus français. À l'issue de la première réunion à Matillon du comité interministériel pour la reconstruction des deux îles lundi, le Premier ministre Édouard Philippe a assuré quant à lui que la reconstruction mobiliserait toute l'énergie de son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a fait aussi une apparition pour tenter de rassurer toutes les victimes de cette catastrophe. Il passera la journée sur l'île pour pouvoir s'entretenir avec les habitants, avec les élus de l'île, avec qui Madame Annick Girardin travaille au quotidien et évidemment avec toutes les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui engagés pour commencer la reconstruction dans l'île de Saint-Martin. L'actualité africaine et internationale de ce mardi 12 septembre, en bref et en images, est commentée par Almidou Badini.
L'exploitation des diamants dans l'est du Zimbabwe est dans le viseur de Global Witness. L'ONG, spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles, vient de publier un rapport révélant le détournement présumé des revenus du secteur minier par le régime Mugabe. Les enquêteurs de l'ONG s'intéressent plus particulièrement à la région de Marang. Il y a 10 ans, d'importants gisements de diamants y ont été découverts. Selon Global Witness, ces diamants sont exportés et vendus à Dubaï, aux Émirats ou encore aux Pays-Bas. Dans le cas du Zimbabwe, où l'État est directement mis en cause dans l'exploitation de ces pierres précieuses, le processus de Kimberley montre ses limites. Au Togo, Internet est de retour. Le réseau avait été coupé mercredi dernier, juste avant une mobilisation massive à l'appel de l'opposition pour réclamer un retour à la Constitution de 1992. Le gouvernement a tenté d'apaiser les choses en annonçant l'examen d'un avant-projet de loi sur des réformes en session extraordinaire à l'Assemblée. Les leaders de l'opposition togolaise étaient de nouveau réunis ce lundi matin pour s'accorder sur la marche à suivre sur le mot d'ordre. Les ténors de l'opposition togolaise ont tenu ce lundi une conférence de presse. 2 annonces majeures. Un rassemblement mardi devant le Parlement pour dire non au projet du gouvernement et un deuxième rassemblement vendredi après-midi sur le terrain du collège Saint-Joseph. Toujours au Togo, pour la première fois, un sommet Israël-Afrique qui devait marquer le rapprochement entre Israël et bon nombre de pays africains devait se tenir le mois prochain entre le 23 et le 27 octobre. Mais ce sommet a finalement été reporté à une date non déterminée. Officiellement, c'est la situation politique interne au Togo qui a conduit à cette décision. Mais des pressions de l'Afrique du Sud et des pays maghrébins ne seraient pas non plus totalement étrangères à cette décision. Pas question toutefois pour Israël d'y voir un revers diplomatique. Le pays affirme continuer à renforcer ses liens avec le continent. Une réunion du comité de l'Union africaine sur la Libye, la 4e du genre, a eu lieu le week-end à Brazzaville. Elle s'est déroulée sans le maréchal Haftar, mais avec le premier ministre libyen Fayez al-Sarraj, en présence de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Une réunion qui a mis en lumière la volonté de l'Union africaine de peser de tout son poids et de ne plus être tenue à l'écart des autres interventions extérieures sur le dossier. Les cousins et opposants au roi Mohamed VI, prince marocain Moulay Hicham, a été forcé de quitter sans explication Tunis où il devait prendre part à un séminaire sur la démocratisation au Moyen-Orient. Plus de détails avec Marietou Diallo. Pourquoi et à la demande de qui? Les motifs de l'expulsion de Tunisie du prince marocain Moulay Hicham, cousin et opposant au roi Mohamed VI, restaient plusieurs jours après les faits mystérieux. L'homme a été expulsé vendredi 8 septembre de Tunis par des policiers sans qu'aucune explication ne lui ait été donnée. Surnommé le prince rouge pour ses prises de position très critiques vis-à-vis de la monarchie marocaine, Moulay Hicham al-Alaoui vit depuis 2002 aux États-Unis. En Tunisie, il devait participer à l'ouverture dimanche d'un panel de discussion sur le thème des tendances démocratiques au Moyen-Orient. Des intellectuels de renommée mondiale, tels Francis Fukuyama, Larry Diamond, figuraient parmi les autres invités de la rencontre. Dans la rubrique de notre page santé d'aujourd'hui, nous revenons sur la conférence de presse animée samedi dernier par Dr Modibo Sankare à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie au point G. Un point de presse en vue de sensibiliser les Maliens sur la problématique de l'autisme et de venir en aide aux personnes atteintes de cette maladie. Tata Touré et Samba Traoré pour le compte rendu. Les dangers liés à l'autisme semblent être aujourd'hui sous-estimés. Or, il est une affection grave dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. Les patients souffrant de l'autisme éprouvent beaucoup de difficultés du fait de la faiblesse du plateau technique et de l'insuffisance du personnel qualifié. Le but de ce séminaire aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience d'abord de la part des soignants, c'est-à-dire les médecins, des centres de référence, c'est d'ailleurs tous médecins, et également les chefs de poste des centres de santé communautaires qui puissent prendre conscience de cette maladie-là.
Nous voulons également une prise de conscience des thérapeutes qui sont les premiers relais, et faut-il le dire encore, de nos populations en cas de maladie. Donc nous voulons que ceux-là qui travaillent dans l'ombre de tous les jours puissent prendre conscience de cette maladie-là et essayer de référer ces patients-là dans la mesure où il y a une prise en charge médicale possible. À l'heure actuelle, nous avons déjà travaillé. Le Dr Sangaré a fait des travaux de recherche, des enquêtes ont été menées. Nous nous sommes rendus compte que cette maladie est bien présente chez nous et nous avons des possibilités de prise en charge avec les spécialistes qui sont là dans nos hôpitaux. Vu l'ampleur de ces fléaux, Dr Modibo Sangaré et ses partenaires ont depuis 2016 initié un projet afin de sensibiliser la population sur la problématique de cette maladie. Des prises en charge sont possibles, mais il faut le faire précocement comme toute maladie. Et dès lors qu'on arrive à le dépister, il faut instaurer une prise en charge et cela permet d'améliorer le confort du malade et de faire en sorte que l'influence de la maladie sur la personne puisse être atténuée. Parents d'enfants autistes vivent leur enfant comme si c'est une humiliation. La plupart d'entre eux veulent les cacher à la maison, ils ne veulent même pas que les gens chassent qu'ils ont un enfant comme ça. Alors que quand c'est diagnostiqué très tôt, et quand on intervient de façon appropriée sur les différents secteurs qui sont troublés, à l'âge adulte, il y a 10 à 15% des enfants qui peuvent être autonomes. Donc ça, c'est beaucoup. Et prendre soin d'un enfant autiste, ça demande tellement d'attention que c'est impensable de laisser ça seulement à la charge de la famille. C'est pourquoi nous avons décidé de monter ce projet pour pouvoir assister les parents d'enfants autistes et surtout pouvoir détecter très tôt ces enfants autistes-là, les prendre en charge pour qu'à l'âge adulte, ils ne soient pas dépendants de leurs parents. L'autisme est une maladie grave. La connaissance des risques qu'elle entraîne permet d'en assurer une prise en charge optimale. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif la télévision. Au revoir.